lors de la somptueuse fête de mon mari, sa patronne l'a demandé en mariage. Alors, je suis parti avec 210 millions de dollars. Attendez, il faut que vous entendiez toute l'histoire, parce que ce qui s'est passé ensuite a changé ma vie pour toujours. Je m'appelle Selena, j'ai 32 ans, et je pensais que ma vie était toute tracée. J'étais marié à Jacques depuis 7 ans, l'ayant soutenu pendant ses études supérieures, ses nuits de révision et les premières années de sa carrière. Quand il a insisté pour organiser une énorme fête d'entreprise dans notre manoir, je n'ai pas hésité une seconde. La fête était principalement financée par mon héritage, mais je voulais qu'il soit fier du chemin parcouru. La semaine précédant l'événement, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que Jacques était étrangement distant. Il balayait mes questions d'un revers de la main, évitait mes tentatives de conversation et semblait complètement absorbé par autre chose. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais, mais une petite voix dans ma tête me murmurait que quelque chose n'allait pas. Le soir de la fête, notre maison était remplie de gens en costumes élégants et robes scintillantes, riant et trinquant. Je souriais et me mêlais aux invités, essayant de profiter de la soirée malgré le malaise qui grandissait en moi. C'est alors que Callie est entrée. La patronne de Jacques, une femme redoutable d'environ 45 ans. Riche, sûre d'elle et impossible à ignorer. L'atmosphère a semblé changer lorsqu'elle a levé son verre pour porter un toast, les yeux rivés sur Jacques. Je regardais, le cœur gonflé de fierté, tandis qu'elle louait son travail acharné et son ambition. Mais à mon grand effroi, elle s'est avancée vers lui, a posé un genou à terre et a sorti une bague. Les mots sont sortis de ses lèvres d'une voix calme et délibérée, « Jacques, veux-tu m'épouser » Le temps s'est figé. Des exclamations de surprise ont résonné dans la pièce. Mes mains tremblaient alors que tous les visages souriants se tournaient vers nous. Jacques n'a pas protesté. Il a souri maladroitement, figé dans un moment qui a été comme un coup de poing dans la poitrine. Les chuchotements ont commencé immédiatement, les gens essayant de comprendre le choc. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je suis resté là, cloué sur place, essayant de digérer ce qui venait de se passer. C'était ma maison, ma vie, ma sécurité durement gagnée, et pourtant je me sentais complètement invisible. Mon mari, l'homme que j'avais soutenu contre vent et marée, se faisait demander en mariage par une autre femme, juste devant moi. Toutes ces semaines de distance, ces nuits tardives, ces réponses froides prenaient soudain tout leur sens. Jacques m'échappait depuis des mois, et cette mise en scène publique en était la cruelle confirmation. Mon esprit s'emballait, mais au milieu du chagrin, une pensée est devenue limpide, je n'allais pas m'effondrer devant tout le monde. J'allais survivre à ça et, d'une manière ou d'une autre, transformer cette trahison en une force que je ne me connaissais pas. La pièce était figée dans un silence gêné après la demande de Callie. Je pouvais entendre des murmures se propager dans la foule, des chuchotements qui rendaient l'air lourd et suffocant. Jacques ne l'a pas repoussé. Il n'avait même pas l'air mal à l'aise. Au lieu de ça, il lui a adressé un petit sourire gêné qui m'a tordu l'estomac. Je sentais tous les regards braqués sur moi, certains curieux, d'autres pleins de pitié. Je voulais disparaître. C'était censé être ma maison, ma vie, ma célébration. Au lieu de cela, je me sentais humilié devant tout le monde. J'ai à peine remarqué Jacques s'approcher et me prendre à part. Je m'attendais à ce qu'il s'excuse, qu'il me serre dans ses bras et m'assure que c'était une sorte d'erreur. Mais les mots qui sont sortis de sa bouche étaient bien plus froids que tout ce que j'aurais pu imaginer. « Selena, elle ne représente rien », a-t-il dit. « Je ne peux juste pas risquer de la vexer. Ça pourrait nuire à ma carrière. » Ma poitrine s'est serrée et une vague de nausée m'a submergé. Rien. Je n'avais pas tort de me sentir trahi. Je n'imaginais pas la distance, la froideur, la façon dont il se défilait avec des excuses auxquelles j'avais autrefois cru. J'ai réalisé à ce moment précis qu'à ses yeux, je n'étais pas sa partenaire. J'étais un tremplin vers la vie qu'il désirait, quelque chose pour le soutenir jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait vraiment. J'ai forcé un sourire, hochant la tête silencieusement alors qu'il s'éloignait, prétendant que je ne m'effondrais pas de l'intérieur. Les rires, le tintement des verres, les spéculations chuchotées, tout cela était comme des poignards. J'avais été prise au dépourvu, non seulement par la femme à genoux dans mon salon, mais aussi par l'homme que je pensais connaître. Il avait permis que ce spectacle ait lieu, se tenant là, souriant, pendant que j'étais laissé humilié et brisé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans notre chambre, fixant le plafond, reconstituant chaque détail de l'année écoulée. Les nuits tardives qu'il prétendait être des urgences professionnelles. Les voyages qu'il disait être pour le travail,
mais qu'il n'expliquait jamais correctement. Ses goûts soudainement chers, les nouveaux costumes, les dîners coûteux, les cadeaux que je n'ai jamais reçus. Tout s'est mis en place comme les éclats d'un miroir brisé. La vie que je pensais partager avec lui avait été une illusion soigneusement construite, et j'avais été aveugle jusqu'à présent. Je ressentais un mélange de colère, de chagrin et de trahison, le tout se mêlant en une tempête que je ne pouvais contenir. Les larmes menaçaient de couler, mais je les ai ravalées. Je savais que je ne pouvais pas laisser cela me briser complètement. J'avais besoin de clarté, d'un plan, et je devais me rappeler que la personne qui m'avait humilié devant tout le monde n'allait pas s'en tirer comme ça. La trahison faisait mal, mais elle a aussi allumé quelque chose au fond de moi, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'allais pas laisser Jacques ou Cali définir la fin de mon histoire. Après cette nuit humiliante, je savais que je ne pouvais pas simplement rester assise à attendre que Jacques s'explique. Quelque chose couvait sous la surface depuis des mois, et j'étais déterminé à découvrir la vérité. J'ai commencé discrètement, en examinant des choses que j'avais autrefois ignorées, des reçus, des relevés de cartes de crédit et des réservations d'hôtels. Chaque papier, chaque ligne, ajoutait une nouvelle pièce à un puzzle que j'avais craint mais que je n'avais pas voulu voir. Lentement, l'image est devenue indéniable, Jacques et Cali se voyaient depuis des mois. Je me souviens du premier instant où la réalité m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Il y avait un reçu d'hôtel glissé dans une pile de papier, un dîner chic dans un endroit que nous n'avions jamais mentionné, et les frais étaient tous au nom de Jacques. Puis sont venus les cadeaux, petits mais indéniablement chers. Des bijoux que je n'avais jamais reçus, cachés dans son tiroir. J'ai senti ma poitrine se serrer en réalisant que ce n'était pas de simples gestes professionnels. C'était les preuves d'une vie secrète, dont j'avais été complètement exclu. La trahison ne se limitait pas au présent. Elle s'étendait sur toute l'année écoulée, me montrant toutes les façons dont j'avais été manipulé sans le savoir. Je me suis souvenu des nuits où j'étais resté debout pour le soutenir pendant des échéances professionnelles que je ne comprenais pas vraiment, des opportunités que j'avais laissées passer pour suivre sa carrière au lieu de la mienne, et des sacrifices que j'avais faits en pensant qu'ils étaient appréciés. Chaque choix que j'avais fait pour notre vie commune semblait soudain avoir alimenté sa trahison. La colère m'a envahi, vive et brûlante. Ce n'était pas le genre de colère triste qui vous fait pleurer jusqu'au sommeil. C'était une clarté pure et incandescente. Je pouvais voir exactement ce qu'on m'avait fait, et je savais que je n'allais pas laisser passer ça. Je n'avais plus envie de pleurer. Pleurer serait une faiblesse, et j'avais déjà vu ce que la faiblesse pouvait me coûter entre les mains de quelqu'un comme Jacques. J'ai passé les jours suivants en silence, agissant avec prudence, comme une tempête qui prend de la force avant de frapper. J'ai tout documenté, prenant des notes soignées et conservant des copies des reçus et des relevés. Je n'allais pas agir de manière impulsive. Il ne s'agissait pas de confrontation. Il s'agissait de stratégie. Chaque secret qu'il avait essayé de cacher, chaque moment de trahison, était maintenant une arme entre mes mains. À la fin de cette semaine, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le contrôle. L'humiliation, le choc et le chagrin étaient toujours là, mais en dessous de tout cela se trouvait une détermination féroce. Jacques m'avait sous-estimé, et Cali avait supposé qu'elle pouvait m'humilier en toute impunité. J'ai laissé leur ignorance nourrir ma résolution. Je me suis juré, doucement mais férocement, que je ne ferais pas que survivre. Je m'assurais que chaque once de trahison qu'il m'avait jetée leur reviendrait d'une manière qu'il n'avait pas imaginée. Je ne pleurais plus. Je planifiais, et je me préparais pour le moment où toute la vérité sur ma force deviendrait impossible à ignorer. J'ai décidé que la confrontation n'était pas la solution. Du moins, pas encore. Jacques pensait pouvoir m'humilier et passer à autre chose, mais je savais que j'avais besoin d'une approche différente. J'agirais comme si de rien n'était, même si mon esprit planifiait chaque étape de ma vengeance. Je souriais quand il entrait dans la pièce, je riais de ses blagues et j'écoutais ses interminables histoires sur le travail et Cali, comme si je n'avais pas découvert toute l'étendue de leur liaison. Chaque hochement de tête, chaque contact affectueux était calculé, masquant la tempête qui faisait rage en moi. Un soir, j'ai évoqué une idée qui semblait anodine mais qui était tout sauf. « Jacques, puisque tu gagnes plus d'argent maintenant, ai-je dit avec un doux sourire, peut-être devrions-nous mettre à jour notre contrat de mariage, juste au cas où. Ça nous protégera tous les deux. » Il m'a regardé, les yeux brillants d'arrogance, et a ri. « Bien sûr, Célina. Comme tu veux. » Il n'a pas lu les documents. Il n'a pas remis en question les détails.
Sa confiance arrogante m'a facilité l'exécution des étapes suivantes de mon plan. J'ai contacté Ethan, un ami avocat de confiance qui avait toujours été discret et perspicace. Il m'a aidé à rédiger un contrat de mariage qui m'avantageait sans éveiller les soupçons. Nous nous sommes assurés qu'il couvrait tous les angles possibles, compte joint, investissement, titre de propriété, tout ce que Jacques supposait contrôler. Chaque clause, chaque détail était conçu pour me protéger et le laisser impuissant le moment venu. Pendant qu'il continuait à étaler sa relation avec Cali et à vivre dans une indulgence insouciante, j'ai tranquillement commencé à rassembler des documents financiers. J'ai fouillé dans les comptes, les investissements et les actifs cachés, documentant tout avec un soin méticuleux. Chaque découverte renforçait ma résolution. J'ai réalisé que plus je planifiais, plus je reprenais le contrôle de la situation. Jacques pensait qu'il gagnait, mais en réalité, il était aveugle à la toile que je tissais autour de lui. J'ai commencé à déplacer lentement mon argent et mes actifs vers des comptes sécurisés auxquels il ne pouvait pas accéder. J'ai transféré les titres de propriété sous des protections légales, je me suis assuré que mon héritage était à l'abri et j'ai organisé des documents qui le laisseraient sans rien le moment venu. Chaque étape était silencieuse, délibérée et invisible. Jacques restait suffisant, ignorant que son arrogance me donnait l'avantage dont j'avais besoin. La nuit, je m'asseyais seul, passant en revue chaque mouvement que j'avais fait, imaginant le moment où il réaliserait enfin que tout ce qu'il avait tenu pour acquis aurait disparu. Je ne ressentais ni culpabilité ni doute. Je ressentais de la clarté et une étrange satisfaction. L'humiliation qu'il m'avait causée était toujours là, mais elle se transformait maintenant en pouvoir. Je n'étais plus une participante passive dans sa vie. Je me préparais à récupérer tout ce que j'avais sacrifié, et plus encore. Le plan silencieux fonctionnait. Pendant que Jacques continuait de me sous-estimer, je construisais tranquillement les fondations de la vengeance ultime. J'avais toutes les pièces en place, et bientôt, le moment viendrait où il réaliserait que son arrogance et sa trahison avaient scellé sa propre chute. Pour l'instant, je souriais, jouant le rôle de l'épouse aimante, et j'attendais le moment parfait pour frapper. Le soir de la fête suivante est arrivé, et je suis entré dans la grande salle avec un étrange mélange de calme et de colère contenue. Jacques avait de nouveau invité Cali, et je savais que ce serait un test pour ma patience. La salle était bondée de gens que j'avais autrefois considérés comme des amis, riant et buvant, inconscients de la tension qui couvait dans l'air. Je suis restée silencieuse, me déplaçant gracieusement parmi les invités, tout en gardant un œil sur Jacques et Cali. Dès leur arrivée, il était clair qu'ils n'avaient aucune honte. Cali se penchait près de Jacques, riant à des blagues que seul pouvait entendre, frôlant son bras de la main comme si je n'existais pas. Chaque rire, chaque regard, chaque contact subtil était une démonstration délibérée de leur proximité, une performance que j'étais forcé de regarder. Ma poitrine s'est serrée, mais je me suis forcé à rester calme. La colère brûlait en moi, mais je refusais de le montrer. Cette fois, je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir brisé. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Cali a commencé à lancer des pics, assez forts pour que je les entende. « Tu dois être épuisé à essayer de le suivre », a-t-elle dit doucement, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. J'ai surpris le sourire narquois dans ses yeux et j'ai ressenti une vague de dégoût. Jacques riait avec elle, n'essayant même pas de me protéger de l'insulte. C'était comme si ma présence n'avait pas d'importance, comme si je n'étais qu'une ombre dans ma propre maison. La réalisation m'a frappé de plein fouet. Jacques ne se voyait plus marié à moi. Dans son esprit, Cali était déjà l'avenir, et je n'étais qu'un bouche-trou qu'il tolérait jusqu'à ce qu'elle me remplace officiellement. La trahison ne concernait pas seulement leur liaison. C'était la façon dont il m'avait complètement ignoré, la facilité avec laquelle il traitait mon humiliation comme un divertissement. J'ai senti une vague de révulsion m'envahir, mais au lieu de la panique ou des larmes, cela a aiguisé ma clarté. Je me suis souvenu de toutes les nuits que j'avais sacrifiées pour lui, de toutes les façons dont je l'avais soutenu tout en mettant de côté mes propres rêves et besoins. La colère qui couvait depuis des semaines est devenue une détermination froide et précise. Ce n'était pas le moment pour une confrontation alimentée par l'émotion. Ce serait imprudent. Cela lui donnerait l'avantage. Non, j'attendrai, et le moment venu, j'agirai avec stratégie et pouvoir. Alors que je les regardais flirter, rire et chuchoter, je me suis fait un vœu silencieux. Je ne pleurerai pas, je ne mendirai pas, et je ne plaiderai pas. Au lieu de cela, je le détruirai, légalement et financièrement. Je lui retirerai tous les avantages qu'il pensait détenir et le laisserai impuissant, humilié et exposé aux yeux du monde. À la fin de la soirée,
en regardant Jacques sourire à Cali, complètement inconscient de la tempête que je préparais tranquillement, j'ai ressenti un étrange sentiment de contrôle. Le point de rupture était atteint, non pas dans les larmes ou les cris, mais dans la compréhension exacte de ce que je devais faire. L'humiliation que lui et Cali avaient essayé de m'imposer était devenue le carburant de ma résolution. J'attendrai, je planifierai, et je m'assurerai que le moment venu, Jacques réaliserait à quel point il m'avait sous-estimé. Je savais que le moment de la confrontation émotionnelle était passé. Maintenant, c'était l'heure de la précision. Ethan, mon ami avocat, et moi avons passé des heures à examiner chaque détail du contrat de mariage, nous assurant qu'il était inattaquable. Rien n'a été laissé au hasard. Nous avons couvert chaque compte, chaque titre de propriété, chaque investissement, tout ce que Jacques pourrait essayer de réclamer en cas de divorce. Je ne voulais aucune faille, aucune opportunité pour lui de se défendre. Il ne s'agissait pas d'une vengeance alimentée par l'émotion. Il s'agissait de stratégie, de contrôle et de justice. Pendant qu'Ethan finalisait les documents légaux, j'ai commencé à rassembler les preuves dont j'aurais besoin. J'ai documenté chaque infidélité, chaque achat imprudent, chaque moment de négligence que Jacques pensait que personne ne remarquerait. Reçus, photographies, emails et relevés de cartes de crédit, tout a été placé dans un dossier soigneusement organisé. Chaque détail comptait. Je savais que le moment venu, ces preuves parleraient plus fort que n'importe quelle confrontation. En même temps, j'ai discrètement commencé à transférer des titres de propriété, à déplacer des actifs vers des comptes auxquels seul moi pouvais accéder, et à geler les comptes joints pour qu'ils ne puissent pas interférer. Chaque action était délibérée, discrète et calculée. Jacques était trop occupé à se prélasser sous l'attention de Cali pour remarquer le démantèlement silencieux de son pouvoir supposé. Chaque jour, alors qu'il se pavanait dans notre maison, étalant sa liaison et riant sans se soucier de rien, je ressentais une froide satisfaction, sachant que son ignorance était mon avantage. Pendant tout ce temps, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai joué le rôle de l'épouse dévouée à la perfection, souriant à ses blagues, assistant à des événements sociaux à ses côtés et offrant des gestes tendres qui semblaient sincères. Pour un observateur extérieur, tout allait bien. Jacques n'avait aucune raison de soupçonner que la femme qu'il croyait impuissante prenait discrètement le contrôle de tout ce qu'il tenait pour acquis. C'était épuisant de contenir cette tempête de colère et de trahison tout en paraissant complètement insensible. Mais chaque acte de patience, chaque sourire, chaque geste apparemment anodin faisait partie d'un plan plus vaste. Je construisais un piège, et Jacques y tombait tout droit, inconscient des conséquences qui l'attendaient. Chaque nuit, je passais en revue les progrès que nous avions faits, Ethan et moi. Le contrat de mariage était prêt, les comptes étaient sécurisés, et les preuves étaient organisées et indéniables. Je pouvais presque imaginer le moment où il réaliserait que tout ce sur quoi il pensait avoir le contrôle lui glisserait entre les doigts. L'humiliation qu'il m'avait causée pâlirait en comparaison du choc et du désespoir qu'il ressentirait lorsque la loi se rangerait de mon côté, et que son arrogance causerait sa chute. Je ressentais une satisfaction tranquille en sachant que ma patience et ma planification méticuleuse porteraient leurs fruits. Jacques m'avait sous-estimé, distrait par sa liaison et son arrogance, mais j'avais transformé son ignorance en ma force. Chaque mouvement que j'avais fait m'avait rapproché du moment où je pourrais enfin récupérer ce qui m'appartenait, non pas par des larmes ou des confrontations, mais avec stratégie, précision, et la loi fermement de mon côté. Le piège était tendu, et le moment venu, il le laisserait impuissant, exposé et complètement anéanti. J'ai choisi la soirée avec soin, sachant qu'elle devait être privée, contrôlée, et que ce devait être la mienne. La maison était silencieuse, le genre de silence qui amplifie chaque grincement et chaque murmure. J'avais dressé la table pour deux, un éclairage doux projetant une lueur chaleureuse dans la pièce, des bougies vacillant doucement. Quand Jacques est arrivé, il a semblé surpris par le cadre intime, supposant que c'était juste un dîner ordinaire. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. J'ai versé le vin et je me suis assise en face de lui, souriant calmement, comme si rien n'avait changé. Puis j'ai commencé à tout étaler. Les reçus d'hôtel, les relevés de cartes de crédit, les photos de voyage qu'il prétendait être professionnelles, le tout soigneusement organisé devant lui. Chaque document, chaque photo, chaque preuve était un miroir de sa trahison. J'ai observé sa façade assurée vaciller, une lueur de panique traversant son visage. Il a essayé de nier, balbutiant des mots, prétextant des malentendus et des coïncidences. Puis, la frustration se transformant en colère, il m'a accusé de l'espionner, de violer sa vie privée. Je n'ai pas bronché. Je m'y attendais.
Je l'ai laissé fulminer quelques instants avant de parler d'un ton calme et mesuré qui ne laissait aucune place à la discussion. Ta vie amoureuse m'est égale, Jacques, ai-je dit doucement, laissant les mots s'imprégner. Ce qui m'importe, c'est ce qui est à moi, ce que j'ai gagné, ce que j'ai protégé, et ce que tu pensais pouvoir tenir pour acquis. J'ai vu ses yeux s'écarquiller, son expression changer alors que la prise de conscience commençait à s'installer. J'ai fait glisser les derniers documents sur la table, le contrat de mariage mis à jour, juridiquement contraignant et conçu pour protéger tout ce qui m'appartenait de droit. Ensuite, j'ai mentionné les comptes gelés, les transferts, les mesures prudentes que j'avais prises pour sécuriser mes actifs. Son visage est devenu blême alors qu'il commençait à comprendre l'ampleur de ce que j'avais fait. Enfin, j'ai placé les papiers du divorce devant lui, calme et résolu. J'ai regardé l'arrogance, la suffisance désinvolte qu'il avait affichée si longtemps, commencer à s'effriter. Il m'a regardé, cherchant la colère, les larmes, le désespoir, mais n'a rien trouvé de tout cela. Je suis resté calme, chaque geste et chaque mot délibéré, chaque once d'émotion contrôlée. Jacques a bégayé, essayant de parler, de raisonner, de négocier, mais je l'ai interrompu. Il ne s'agit pas de toi, Jacques. Il ne s'agit ni de culpabilité ni de honte. Il s'agit de la réalité. Tu as joué avec ma confiance, tu m'as humilié dans ma propre maison, et tu as trahi tout ce que nous avons construit. Et maintenant, tu dois faire face aux conséquences de tes choix. La pièce était silencieuse, à l'exception de nos respirations. Il n'avait plus rien à opposer. Toutes les options qu'il pensait avoir ont disparu au moment où j'ai révélé le plan que j'avais exécuté discrètement pendant des mois. Je n'ai pas eu besoin de crier ou de pleurer. Mon pouvoir n'était pas dans l'émotion. Il était dans la préparation, la prévoyance et l'action. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Je l'avais affronté, non pas comme l'épouse trahie, mais comme une femme qui avait repris le contrôle, qui avait transformé l'humiliation en stratégie. Et dans cette confrontation silencieuse, l'équilibre du pouvoir avait complètement basculé. Le visage de Jacques est devenu blême au moment où la réalité l'a frappé. Son arrogance habituelle a disparu en un instant, remplacée par le choc et la panique. Il a légèrement reculé, fixant le contrat de mariage, les comptes gelés et les papiers du divorce que j'avais disposés devant lui. La confiance qu'il avait affichée pendant des années, la conviction qu'il pouvait tout manipuler et contrôler, s'est évaporée lorsqu'il a réalisé qu'il avait renoncé à presque tout par sa signature. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il balbutié, sa voix se brisant, son désespoir remplaçant son arrogance. Je pensais. Ce n'est pas juste. Ces mots se sont éteints, ne laissant que le son lourd de son incrédulité. Je suis resté calme, le laissant s'effondrer tout seul. Il n'y avait pas de colère dans mes yeux, seulement la clarté froide de quelqu'un qui s'était préparé pour ce moment précis. Je n'ai rien fait d'illégal, Jacques, ai-je dit doucement, en regardant son visage se tordre de frustration. Chaque mouvement que j'ai fait était calculé, précis et parfaitement légal. La vérité, c'est que j'ai protégé ce qui était à moi. Et maintenant, légalement, je contrôle la majorité de notre patrimoine. Tout ce que tu pensais avoir, tout ce que tu supposais pouvoir réclamer, ne t'appartient plus. Pendant un bref instant, il a semblé qu'il allait argumenter, supplier, trouver une faille. Mais il n'y en avait pas. Chaque actif, chaque investissement, chaque compte avait été soigneusement sécurisé. Son empire d'arrogance s'effondrait, et je le voyais lutter pour comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Puis Cali est arrivée. Elle avait eu vent de la situation, faisant irruption avec son sourire confiant habituel, s'attendant à trouver Jacques toujours puissant et riche. Mais dès qu'elle a compris la vérité, qu'il n'avait plus rien, son attitude a changé. Son évaluation de sa valeur s'était évaporée. La richesse de Jacques avait été son attrait, son charme, la raison pour laquelle elle avait été attirée par lui, et maintenant tout cela avait disparu. Elle a hésité, ne sachant comment réagir, et à cet instant, j'ai vu le désespoir de Jacques s'intensifier. Il est tombé à genoux, la voix tremblante, les yeux écarquillés de peur. « Célina, s'il te plaît. Je peux arranger ça. Je vais me racheter. Donne-moi une seconde chance. Je ferai n'importe quoi. Ne me laisse pas comme ça, a-t-il supplié, son arrogance remplacée par une vulnérabilité totale. Chaque supplication sonnait creux. Chaque mot était l'écho du contrôle qu'il avait perdu. Je l'ai regardé se tortiller,
chaque moment de son désespoir nourrissant le sentiment de justice et de satisfaction qui grandissait en moi depuis des mois. Je ne me suis pas approché. Je n'ai pas adouci mon regard. Il ne restait plus aucune pitié pour l'homme qui m'avait trahi, humilié et qui avait étalé sa liaison dans ma vie. Je suis simplement resté là, calme et posé, le laissant faire face aux conséquences de ses propres actions. La chute de Jacques était totale. L'homme qui avait autrefois contrôlé ma vie, ma maison et mon cœur était maintenant impuissant, dépouillé de sa richesse, abandonné par sa maîtresse et laissé face aux ruines qu'il avait créées. Je n'ai pas eu besoin de parler davantage. Le silence, le pouvoir légal entre mes mains et la prise de conscience de ses propres erreurs disaient tout. Il avait été vaincu, non par hasard, mais par la prévoyance, la patience et la détermination inébranlable de quelqu'un qui l'avait sous-estimé. Le jour où le divorce a été finalisé m'a semblé irréel. J'ai signé les papiers avec une précision calme, chaque signature étant une victoire silencieuse sur des mois de planification et de trahison. Quand le dernier tampon a frappé les documents, une vague de soulagement m'a envahi. Le cauchemar qui m'avait hanté si longtemps, l'humiliation, la trahison, les nuits sans fin de colère et de chagrin étaient enfin terminées. J'étais libre, et pour la première fois depuis des années, la vie qui s'offrait à moi m'appartenait entièrement. En quittant Jacques, j'emportais plus que ma dignité. J'emportais 210 millions de dollars en actifs, entreprises et propriétés que j'avais protégées et pour lesquelles je m'étais battu avec une stratégie minutieuse. Chaque investissement que j'avais sécurisé, chaque compte que j'avais transféré, chaque titre de propriété dont j'avais discrètement pris le contrôle, tout était à moi. J'ai ressenti un profond sentiment de triomphe, non pas par cruauté, mais parce que j'avais reconquis la vie qu'on m'avait refusée. L'arrogance de Jacques, sa trahison, sa manipulation, tout cela lui avait tout coûté tout en me donnant le pouvoir de me reconstruire plus forte que jamais. Jacques, de son côté, s'est retrouvé humilié et financièrement ruiné. L'homme qui avait autrefois eu une telle influence dans ses cercles sociaux faisait maintenant face à un avenir dépouillé de richesse et de statut. Sa fierté, qui l'avait aveuglé si longtemps, a causé sa perte. Cali, qui le considérait autrefois comme désirable en raison de son pouvoir et de son influence, a rapidement perdu tout intérêt lorsqu'elle a réalisé qu'il n'avait plus rien à offrir. Elle est passée à un autre homme, plus jeune, laissant Jacques complètement seul, face aux conséquences de ses actes et au vide qu'il avait créé. Quant à moi, je me suis installé dans une nouvelle maison que j'ai choisie entièrement pour moi. Elle était moderne, élégante et pleine de lumière, un reflet de la liberté que je m'étais battu pour reconquérir. Chaque pièce ressemblait à un nouveau départ, une toile vierge sur laquelle je pouvais reconstruire ma vie selon mes propres règles et mes propres rêves. Il n'y avait pas d'amertume dans les murs, pas de rappel de trahison, seulement la promesse de l'indépendance et de la force. Pour la première fois, je me sentais vraiment chez moi dans ma propre vie. Les amis qui m'avaient autrefois plainte, chuchotant derrière leurs mains ou offrant une sympathie creuse, me regardaient maintenant avec admiration. Ils voyaient une femme qui avait été humiliée et trahie, mais qui était sortie de ses cendres plus forte que jamais. Je n'étais pas seulement une survivante, j'étais une femme qui avait transformé chaque revers en un tremplin vers l'émancipation. Leur respect était une confirmation silencieuse que le chemin que j'avais choisi, la patience dont j'avais fait preuve et la stratégie que j'avais exécutée avaient non seulement rendu justice, mais avaient aussi inspiré les autres à voir que la résilience peut créer un pouvoir réel et tangible. Assise dans mon nouveau salon, je me suis permis de réfléchir à tout ce que j'avais enduré. Je ne suis pas seulement parti avec la richesse. Je suis parti avec la liberté, la dignité et un sentiment de contrôle sur ma propre vie que je n'avais jamais vraiment eu auparavant. La trahison qui avait autrefois menacé de me détruire avait, au contraire, forgé une version de moi-même plus forte, plus sage et inébranlable. Partir avec 210 millions de dollars n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de récupérer tout ce que je méritais et, ce faisant, de prouver que personne n'a le pouvoir de me définir, sauf moi. Assise dans ma nouvelle maison, je me suis enfin permis de réfléchir à tout ce qui s'était passé. La trahison, l'humiliation, les années de sacrifice que j'avais fait pour quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment apprécié. Tout cela a traversé mon esprit, mais au lieu de tristesse, j'ai ressenti un sentiment de puissance calme et constant. Chaque moment difficile m'avait appris quelque chose. Chaque nuit blanche avait renforcé ma résolution, et chaque acte de patience m'avait rapproché de la vie que je méritais. Je ne survivais plus seulement. Je prospérais, et je savais que le chemin à venir m'appartenait. Pendant des années, j'avais mis mes propres rêves de carrière en suspens, croyant que soutenir Jacques était le bon choix, que ma loyauté suffirait. Maintenant,
j'étais enfin libre de poursuivre les ambitions que j'avais autrefois sacrifiées. Je me suis inscrite à des cours, j'ai rencontré des mentors et j'ai commencé à bâtir une entreprise qui reflétait ma propre vision, ma créativité et mon intelligence. Le travail était exigeant, mais il était le mien, et chaque pas en avant était comme récupérer une partie de moi-même qui avait été perdue depuis trop longtemps. Pour la première fois depuis des années, mon succès ne dépendait de personne d'autre, et cette indépendance était enivrante. J'ai aussi soigneusement réévalué les personnes que je gardais près de moi. Les amis sur lesquels je m'étais appuyé pendant mon mariage se sont souvent révélés être des opportunistes, attirés par la richesse et l'influence de Jacques plutôt que par une affection sincère. J'ai coupé les ponts avec tous ceux qui avaient douté de moi ou chuchoté dans mon dos. À leur place, je me suis entouré de vrais amis, des gens qui soutenaient mes objectifs, célébraient mes victoires et étaient à mes côtés dans les moments difficiles. C'étaient les liens qui comptaient, les relations fondées sur la confiance et le respect mutuel plutôt que sur la commodité. Vivant seul dans ma nouvelle maison, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Je pouvais prendre des décisions librement, passer mes journées comme je l'entendais et construire une vie qui reflétait mes propres valeurs et désirs. Les fardeaux de la trahison et de la manipulation ne me contrôlaient plus. Au lieu de cela, ils m'avaient façonné en quelqu'un de plus fort, de plus perspicace et de plus consciente de moi-même. J'avais transformé la douleur en stratégie, le chagrin en clarté, et l'humiliation en pouvoir. En y repensant, j'ai réalisé que mon parcours ne consistait pas seulement à récupérer des richesses ou à prouver quelque chose à Jacques et Cali. Il s'agissait de me récupérer moi-même. J'avais pris tout ce qui avait été utilisé contre moi, ma loyauté, mes sacrifices, ma patience et je l'avais transformé en une force qui ne pourrait jamais m'être enlevée. La vengeance que j'avais mise en œuvre n'était ni cruelle ni vindicative. C'était un reflet de ma force, de mon intelligence et de ma capacité à protéger ce qui m'appartenait. Finalement, je n'ai pas seulement survécu à la trahison. Je l'ai transformée en la victoire ultime. Je suis parti avec la dignité, la liberté et une richesse inimaginable, oui, mais plus important encore, je suis parti avec moi-même, intact. Chaque défi, chaque trahison, chaque nuit blanche m'avait mené ici, et maintenant je pouvais enfin embrasser la vie que j'avais toujours méritée. Une vie d'indépendance, d'émancipation et de vrai bonheur. Mon passé ne me définissait plus. Il m'avait affiné, et j'étais prête pour tout ce que l'avenir avait à offrir. Qu'auriez-vous fait à la place de Selena? Seriez-vous resté pour tenter de sauver votre mariage, ou auriez-vous pris le contrôle et seriez-vous parti comme elle l'a fait? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Et si des histoires comme celle-ci vous inspirent, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine.